Très bien, merci beaucoup Monsieur Roux. C'est avec grand plaisir que je viens ici vous présenter quelle a été l'aventure de la création d'Oncofactory. Donc c'est une petite société, elle a été créée il y a tout juste un an. C'est une société qui en fait s'est créée grâce à la rencontre de deux domaines scientifiques, la biologie du développement et la cancérologie. Et cette jeune start-up, c'est aussi la rencontre entre deux scientifiques qui sont Céline Deslois-Bourgeois et moi-même. Nous sommes toutes deux chercheuses au CNRS et nous avons mis en fait en commun nos compétences et notre expertise pour développer cette technologie qu'exploite Oncofactory, qui est donc une technologie issue des travaux de recherche fondamentale qui ont été menés au sein de mon équipe à l'Institut Neuromyogène de Lyon. Et donc cette technologie que je vais amplement vous raconter, puisque comme vous l'avez compris, on en est au tout début de la création, de l'aventure de cette start-up, elle exploite un modèle phare de la biologie du développement qui est l'embryon aviaire, dans lequel on réalise des répliques de tumeurs de patients qui sont miniaturisées. Donc Oncofactory a en fait été créée il y a tout juste un an, sous l'impulsion du concours mondial de l'innovation, pour lequel elle a été lauréate en phase d'amorçage. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite équipe. La technologie a été au préalable maturée assez longuement, et notamment grâce au programme de prématuration du CNRS. Et la mission d'Oncofactory, c'est de concevoir des solutions innovantes pour accélérer le développement de la médecine de précision et la personnalisation des traitements en oncologie. Donc, quelle est la problématique particulière à laquelle nous souhaitons répondre? Elle est en fait posée par le constat suivant. En effet, aujourd'hui, 80% des nouvelles molécules anticancéreuses échouent aux essais cliniques et finalement, un patient sur deux ne répondra pas à la chimiothérapie qui lui est prescrite. Alors, comment peut-on expliquer de tels taux d'échec alors même que la cancérologie connaît ces dernières années des progrès spectaculaires, notamment grâce à l'avènement des outils de biologie moléculaire et le séquençage des tumeurs du génome? On peut voir des éléments de réponse dans la nature même de cette pathologie que les chercheurs connaissent de mieux en mieux. En effet, derrière ce que l'on croyait être le cancer d'un organe se cache en réalité une extrême hétérogénéité des tumeurs qui fait que les oncologues sont amenés à définir des classifications toujours plus complexes de ces cancers en sous-types qui vont donc différer par leurs caractéristiques moléculaires. Et nous savons également que derrière ces sous-types, il existe même une composante individuelle qui fait que tous les patients atteints d'un même sous-type de cancer ne répondront pas de la même façon au traitement. De quelle façon ces caractéristiques impactent-elles les programmes de développement des traitements? Comme vous le savez, les programmes de découverte de molécules sont des programmes très longs et très coûteux, et au cours des étapes précliniques, les molécules qui sont sélectionnées vont être soumises à des tests d'efficacité qui sont réalisés dans des modèles animaux. Alors, quels sont ces modèles animaux? En cancérologie, les modèles les plus utilisés, ce sont des modèles qui consistent à greffer chez la souris des lignées cellulaires. Ces lignées cellulaires sont initialement issues de cellules tumorales de patients, mais elles ont été transformées, immortalisées pour pouvoir être maintenues et cultivées en culture et cultivées sur de longues périodes. Et donc ces lignées cellulaires vont être greffées soit sous la peau de la souris, soit ce qui est plus complexe, dans des organes qui vont être représentatifs de la pathologie. Donc ça, ce sont les modèles classiques. Il existe aussi des modèles qui sont génétiques. Et dans ces cas-là, les tumeurs ne sont pas d'origine humaine, mais ce sont des tumeurs qui vont être produites à partir des cellules de la souris qui auront subi des transformations. Le problème avec ces modèles, c'est que les lignées cellulaires sont assez peu représentatives de l'hétérogénéité des tumeurs et de la composante individuelle, ce qui fait que, évidemment, ça va forcément impacter sur les process de sélection, leur capacité à prédire efficacement l'effet qu'auront les traitements sur les patients. Et c'est finalement en fin de programme que les molécules sélectionnées, les leads, vont être testées sur ce qui est considéré à l'heure actuelle comme étant le gold standard en matière de modèles précliniques. Ce sont les modèles qui sont dits PDX, pour Patient Derived Xenograft, où en fait les tumeurs sont produites cette fois à partir de greffes de prélèvements de patients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enjeux sont très clairs d'avoir la nécessité de développer, de concevoir des nouveaux outils qui vont mieux modéliser ces tumeurs pour mieux prendre en compte l'hétérogénéité
et la composante individuelle, donc des outils qui permettent de stratifier les patients afin de développer des thérapies qui seront plus efficaces et adaptées à chaque sous-type, et aussi en parallèle de développer des tests prédictifs de la réponse qui permettront donc au sein de la population de patients de sélectionner quels sont les patients qui sont répondeurs, avec évidemment comme finalité de proposer à chaque patient le traitement qui lui est le plus adapté et pour la société globalement une réduction du coût des soins. Donc la solution qui est proposée par OncoFactory, c'est une plateforme technologique qui est centrée sur un modèle animal innovant, comme je vous le disais, qui est l'embryon aviaire, au sein desquels sont réalisées des répliques de tumeurs de patients miniaturisées. Ces répliques peuvent être soumises à des protocoles de traitement, et puis l'embryon aviaire et les répliques peuvent être analysés par des approches de biologie moléculaire qui sont faites soit sur les répliques, soit également sur les tissus de l'hôte, par exemple les fluides comme le liquide céphalorachidien ou le sang. Et puis, ces répliques vont être aussi analysées par des approches de microscopie. Donc, je voudrais vous raconter en fait comment cette histoire a commencé, comment en sommes-nous arrivés au laboratoire à concevoir ce modèle. Pour comprendre, il faut repartir au point de départ, qui est la biologie du développement, qui est l'expertise de l'équipe de recherche, puisqu'avant tout, cette histoire, c'est une histoire de transfert de savoir-faire et d'expertise. Quand on est un biologiste du développement, on s'intéresse entre autres à essayer de comprendre les processus qui vont transformer une cellule unique, l'œuf fécondé, en un organisme pluricellulaire, c'est-à-dire constitué de nombreux tissus aux formes et aux fonctions diverses et variées. Donc la biologie du développement va s'intéresser à étudier ces grands programmes morphogénétiques au cours desquels les cellules vont être soumises à des processus de prolifération très importants, des migrations cellulaires qui peuvent être spectaculaires, des changements de forme, de morphologie. Et évidemment, tous ces processus sont étroitement contrôlés dans le temps et dans l'espace, ce qui fait qu'au sein d'une même espèce, finalement, tous les embryons et les organismes adultes vont avoir une forme et un plan d'organisation qui est identique. Donc, quels sont les modèles classiques d'études de la biologie du développement? Il en existe bien entendu de nombreux, et l'embryon aviaire est un modèle de choix pour étudier la formation des tissus, notamment parce qu'il est extrêmement facilement accessible aux manipulations à tous les stades du développement prénatal, puisque vous pouvez voir que par simple ouverture de la coquille, nous allons avoir accès à l'embryon qui se situe immédiatement en périphérie. Et donc, ce modèle a extrêmement été popularisé par l'École française de biologie du développement, dont on peut se féliciter d'ailleurs qu'elle a rayonné et qu'elle rayonne encore sur le plan international. Et je voudrais citer ici les travaux fondateurs de Nicole Ledouarin, qui a inventé un système d'embryon chimérique qui consiste en fait à greffer des cellules de caille dans l'embryon de poule, et le fait qu'on peut distinguer les cellules de caille dans l'embryon de poule fait que les chercheurs ont pu suivre le devenir des cellules de caille dans l'embryon de poule, ce qui a permis en fait de découvrir l'origine cellulaire de nombreuses structures de l'organisme. Et le séquençage du génome de poulet a ouvert la possibilité de développer des outils moléculaires pour manipuler l'expression des gènes et a définitivement conforté l'embryon aviaire comme un des modèles phares de la biologie du développement. Et par exemple, dans les laboratoires de recherche, il est tout à fait classique de procéder à ce type d'expérimentation qui consiste en fait à transférer des gènes d'intérêt dont on veut étudier la fonction en utilisant un système de champ électrique. C'est une technique qui a été développée par Harukazu Nakamura, qui s'appelle la technique de transfert de gènes par électroporation. Donc ce qui est important de retenir pour notre propos ici, c'est que tous ces travaux de la biologie du développement ont en fait permis de montrer qu'il existe une très bonne conservation des programmes de morphogénèse entre les espèces, et c'est finalement la raison pour laquelle, lorsque l'on regarde 3 embryons d'espèces différentes, finalement, vous serez d'accord avec moi qu'ils sont assez proches. En tout cas, on peut au moins dire qu'ils sont bien plus proches que ne le seront, évidemment, les mêmes organismes au stade adulte. On sait aussi que de nombreux gènes du développement sont très bien conservés. Par exemple, vous voyez ici une illustration d'un gène qui est exprimé dans l'embryon de souris et dans les mêmes territoires de l'embryon aviaire. Donc tout ça pour dire en fait que l'embryon aviaire est un bon modèle pour étudier des processus qui se passent chez les mammifères. L'autre élément à prendre en compte, c'est que nous savons aussi, de toutes ces études, qu'il existe une très bonne conservation des signaux de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle des cellules qui sont
d'origine murine ou d'origine humaine sont tout à fait capables de reconnaître les signaux moléculaires de l'embryon aviaire. Et ce que vous voyez ici sur ces illustrations, ce sont des cellules murines qui se sont parfaitement intégrées dans un embryon aviaire. Et on peut distinguer les cellules murines des cellules aviaires simplement parce que leur matériel génétique est compacté différemment, ce qui permet là encore de pouvoir distinguer l'origine de ces deux types cellulaires. Et donc, ces études réalisées sur l'embryon aviaire ont vraiment permis de comprendre beaucoup de choses sur la formation de nombreux systèmes de l'organisme, le système sanguin, le système nerveux, de nombreux organes, et évidemment ont aussi permis de comprendre, d'étudier en détail des processus comme les processus de prolifération et de migration, dont on peut déjà anticiper que ce sont des processus importants dans le contexte des cancers. Donc, ce qui m'intéresse en particulier, et ce sur quoi mon équipe travaille depuis de nombreuses années, ce sont les dialogues des cellules entre elles et avec leur environnement, et en particulier au cours de ces étapes de la migration. Et en fait, les cellules mettent en place des stratégies pour migrer qui sont toutes plus astucieuses les unes que les autres. Elles sont par exemple capables de lire des signaux qui sont exprimés par les tissus environnants, et ces signaux vont exercer des effets d'attraction ou de répulsion sur leur mouvement. Et donc, dans les tissus en développement, vous allez avoir des signaux qui vont définir des véritables plans de route pour les différentes populations de cellules, afin que chacune de ces populations puisse arriver jusqu'à sa destination. Et ces mêmes signaux sont aussi utilisés lors de la formation des connexions nerveuses par les prolongements des cellules neuronales qui vont de la même façon lire ces signaux des tissus de l'embryon. Et il existe même des cas de figure où en fait les cellules vont utiliser ces nerfs comme des véritables rails pour se déplacer plus efficacement dans l'embryon. Nous savons également que les cellules sont capables de dialoguer entre elles pour organiser des migrations collectives. Certaines cellules, par exemple, migrent en masse. D'autres cellules vont s'utiliser comme support mutuel de déplacement. C'est un processus qui, dans le développement, est connu. Ça s'appelle la migration en chaîne. Et il existe même des cas de figure où les cellules vont sécréter des signaux qui vont garder la collectivité de cellules ensemble et permettre à ces cellules de se déplacer et éviter que certaines d'entre elles ne se perdent. Donc tous ces processus, nous les étudions dans l'équipe sur un modèle particulier qui est illustré ici. Donc si l'on réalise une coupe d'un embryon comme celle-ci, voici ce que l'on peut voir sous forme schématisée. Vous voyez ici la moelle épinière en développement, et ce que vous voyez ici en vert, c'est une petite population de cellules, une large population de cellules embryonnaires, qui va en fait se détacher de ce site et va entrer en migration et va aller coloniser de nombreux territoires de l'organisme pour établir tout un ensemble de structures. Et ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est une sous-population de cette crête neurale, celle qui va en fait entamer une migration dont on dit qu'elle est ventrale, et ces cellules vont aller s'établir dans des territoires particuliers et former la chaîne des ganglions sympathiques et la glande médullo-surrénale. Et il se trouve que précisément, le neuroblastome, qui est un cancer pédiatrique, dérive de la transformation maligne de cette population de crête neurale, et les tumeurs chez les enfants et chez les bébés vont se développer dans ces dérivés sympathico-adrénaux. C'est ce qui est illustré ici, où vous voyez en fait la glande médullo-surrénale et la chaîne des ganglions. Et les tumeurs sont trouvées à tous ces niveaux, du cou, thorax, abdomen et pelvis. Donc le neuroblastome, c'est, de par le nombre, considéré comme une maladie rare. Pourtant, c'est la tumeur extracrânienne qui est la plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans. Le diagnostic peut être établi très précocement, avant la naissance, et la plupart du temps jusqu'à 12 ans. Malheureusement, c'est un cancer pour lequel 60% des cas sont métastatiques au diagnostic, ce qui fait que toutes les phases antérieures à la formation des métastases échappent aux études et échappent aux possibilités d'intervention, et le taux de survie est inférieur à 40%. C'est un cancer qui est hautement métastatique, comme vous pouvez le voir sur ces images de scintigraphie, avec de nombreuses métastases qui se forment dans les tissus. Lorsque l'on s'interroge de savoir comment ces cancers pédiatriques en général et le neuroblastome en particulier sont étudiés,
finalement, on constate assez tristement que les modèles sont exactement les mêmes que ceux des modèles des cancers de l'adulte, c'est-à-dire la plupart du temps des greffes de lignées cellulaires dans des organismes adultes, ou des modèles génétiques qui présentent évidemment leur intérêt, mais la plupart du temps, ce sont des organismes adultes. Quand on est un biologiste du développement et qu'on sait à quel point les processus qui se passent au cours du développement sont différents et particuliers, et à quel point un enfant ou un bébé n'est pas un adulte en miniature, on peut en effet se demander si ces modèles animaux sont réellement pertinents pour étudier des cancers qui se forment dans des organismes immatures. Et c'est finalement à partir de là qu'on s'est intéressé, qu'on a essayé de concevoir un nouveau modèle de neuroblastome, parce qu'à nos yeux, c'était important d'essayer d'apporter un modèle qui serait le modèle d'un animal en développement. Et l'espoir qu'on avait finalement, c'était de pouvoir, dans un nouveau modèle, récapituler toutes les étapes de l'histoire du neuroblastome dans un embryon. Et l'approche que l'on a eue, c'est donc d'utiliser l'embryon aviaire et de replacer des cellules de neuroblastome dans leur environnement originel, c'est-à-dire cette petite population de cellules dont je vous ai parlé, la crête neurale, pour voir si justement cette stratégie permettait de récapituler l'histoire du neuroblastome. Donc voici comment on a fait. Nous sommes partis de cellules tumorales humaines, hautement agressives. Ces cellules, nous les avons rendues fluorescentes pour pouvoir donc les suivre dans l'embryon, et nous les avons greffées dans le toit dorsal de l'embryon aviaire, exactement là où naissent leurs homologues physiologiques. Et nous avons eu l'immense satisfaction, je dois dire, de voir que malgré le fait que ce sont des cellules d'origine humaine, malgré le fait qu'elles sont transformées, hautement agressives, eh bien, ces cellules étaient tout à fait capables de lire les signaux de l'embryon aviaire et finalement de s'engager dans un processus de migration qui ressemble tout à fait à la migration que leurs homologues physiologiques réalisent pour aller construire les tissus, et c'est ce que vous voyez sur cette image, où en fait on ne peut pas distinguer finalement les cellules physiologiques des cellules de neuroblastome. Donc ces cellules vont s'installer dans les bons territoires, elles sont capables de lire les signaux de l'embryon aviaire, elles sont capables de s'engager dans des processus de migration collective. Donc le mode de migration qui est tout à fait typique de leur lignage d'origine, et elles reconnaissent les signaux de l'environnement. Donc étonnamment peut-être, ces cellules sont tout à fait capables d'exécuter un programme développemental, un programme physiologique lorsqu'elles sont confrontées, lorsqu'elles sont mises dans cet environnement particulier. Et ce qui se passe ensuite, c'est que ces cellules vont s'établir dans les bons territoires, la glande médullo-surrénale et les ganglions sympathiques, et à ce moment-là seulement, ce qui se passe, c'est qu'elles activent leur programme tumoral et elles s'engagent dans une prolifération beaucoup plus importante, et elles vont donc former ces masses relativement spectaculaires, si vous considérez la taille de l'embryon, et en l'espace de 2 jours simplement. Cette particularité fait que nous avons donc pu, dans ce modèle, récapituler toute l'histoire de la formation des tumeurs primaires de neuroblastomes dans cet embryon aviaire. Et vous voyez ici, ce marqueur en rouge représente en fait le statut prolifératif des cellules. Donc vous voyez que ces cellules sont en pleine prolifération. Ce que vous voyez ici, c'est que si on part de lignées de neuroblastomes qui ont des caractéristiques moléculaires différentes, donc qui sont très hétérogènes, elles ont toutes finalement cette capacité à exécuter ce programme développemental. Elles ont donc bel et bien gardé en mémoire l'histoire de leur lignage d'origine. C'est ce qui fait qu'on a pu récapituler, comme je vous le disais, la formation de ces tumeurs primaires. Alors évidemment, on n'en est pas resté là. On s'est dit, est-ce que ce modèle pourrait aussi permettre de récapituler les métastases? Et ce que l'on a fait tout simplement, c'est de laisser les embryons se développer sur plusieurs jours, et nous avons isolé les organes, et nous avons cherché la présence de foyers secondaires dans ces tissus, et nous avons pu donc retrouver des foyers secondaires, preuve que les cellules avaient disséminé à partir des tumeurs primaires, et on a trouvé par exemple des foyers secondaires dans les poumons ou dans les intestins. Donc ce modèle permettait aussi de récapituler la dissémination secondaire des neuroblastomes. Et grâce à ce modèle, on a pu identifier quelles sont les voies de dissémination, celles auxquelles on n'avait pas accès, puisque la plupart du temps, les neuroblastomes sont diagnostiqués comme étant métastatiques, et on est retombé sur des processus du développement qui nous ont forcément parlé, puisque ce sont ceux qu'on étudie au laboratoire. Donc on a constaté en fait que les neuroblastomes quittaient les tumeurs primaires
en migrant le long des nerfs périphériques. Et on a aussi vu en fait que ces cellules étaient capables de s'infiltrer dans les vaisseaux et donc de disséminer rapidement et malheureusement dans les tissus de l'embryon. Donc ce modèle, on l'a également utilisé pour d'autres objectifs. Nous avons la possibilité de collecter ces tumeurs et de réaliser un profilage moléculaire, ce qui donc nous donne accès à des cibles thérapeutiques qui correspondent à des cibles qui sont actives lorsque les neuroblastomes sont en prolifération dans un tissu qui est pertinent par rapport à la pathologie, puisque c'est le tissu équivalent aux sites dans lesquels se forment les tumeurs chez les patients. Et nous avons donc accès à des cibles thérapeutiques prometteuses, ainsi que des biomarqueurs potentiels. Et grâce à ce système, on peut aussi directement valider ces cibles thérapeutiques avec un système de 2 couleurs. Donc nous co-greffons la population contrôle et une population dans laquelle on a manipulé le gène d'intérêt pour en étudier la fonction. Et par exemple, ce que vous voyez ici, c'est que la population contrôle a formé cette importante masse primaire tumorale. Et vous voyez que la population manipulée, les cellules, disséminent partout dans les tissus de l'embryon. Et en effet, la diminution de ce gène est en fait un signal prométastatique pour ces cellules. Donc la deuxième étape de la mise au point de la technologie, ça a été aussi d'essayer de transférer les approches de microscopie de la biologie du développement sur la visualisation de ces tumeurs. Et nous sommes intéressés en particulier à un type de microscopie qui a émergé assez récemment, qui s'appelle la microscopie confocale à feuille de lumière. C'est vraiment une technologie de pointe qui a suscité un énorme intérêt dans la communauté scientifique. Cette technique permet, après un protocole qui rend les tissus opaques transparents, permet donc en fait de scanner des échantillons épais et de pouvoir avoir une restitution en 3D de marqueurs ou de cellules ou d'éléments d'intérêt au sein d'une structure en 3D. Donc j'ai ici, je vous ai mis des films qui représentent pour vous permettre de vous rendre compte ce que ça représente. Donc, vous voyez ici un film qui est issu de cette microscopie. Donc, c'est un embryon entier. Et les petits patchs de cellules en vert sont les tumeurs qui sont formées au sein de l'embryon aviaire. Et ici, si on isole des organes, par exemple ici l'intestin, ce que vous voyez en fait en rouge, c'est l'innervation de l'intestin, et les petites cellules ici en vert sont des cellules qui sont en train de disséminer et de se déplacer dans l'intestin. Et vous pouvez aussi ici voir par exemple ces cellules en vert qui sont en train de s'infiltrer. Donc elles se sont détachées de la tumeur primaire et elles sont en train de s'infiltrer dans l'aorte. Nous pouvons aussi réaliser des tranches optiques et très précisément savoir où se situe la cellule tumorale, par exemple ici dans la paroi de l'intestin. Et nous pouvons aussi développer des méthodes pour analyser différemment la tumeur primaire et les cellules qui sont en train de métastaser. Donc avec tous ces développements, nous avons donc créé cette plateforme technologique qui permet de produire et de répliquer des tumeurs et aussi de les analyser par cette microscopie. Et donc, à ce moment-là, on a réellement été motivé par ce projet de création d'entreprise. On s'est dit que cette technologie avait un potentiel pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, est venu le temps de s'interroger sur toutes les questions. Donc, on est arrivé dans ce monde nouveau très naïf et très enthousiaste. On a été vite rattrapé par la réalité économique. On arrivait avec notre technologie sur les cancers pédiatriques. On nous a dit les cancers pédiatriques, quel marché, quel business model, quel parcours réglementaire et les preuves de concept clinique, etc. Donc ça a été une période d'intense réflexion. On était extrêmement enthousiastes et on croyait en notre technologie, donc ça ne nous a pas arrêtés. On a été accompagnés par de nombreux interlocuteurs, beaucoup d'interlocuteurs des différentes structures auxquelles nous, chercheurs, avons accès pour nous aider à aller vers la création d'entreprises. Je voudrais vraiment citer trois personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ces démarches. D'abord, Bernard Daugeras, qui est une personnalité du monde de l'entreprise et qui fait partie du conseil d'administration du CNRS et qui m'a accompagnée dans le programme de prématuration. Et donc, avec Bernard, j'ai eu beaucoup de discussions très enthousiastes et c'était vraiment très motivant.
Agnès Savigné de la SAD Pulsalis, qui m'a aussi beaucoup entendue et accompagnée, et Anne Leluel, qui est une économiste qui a créé un cabinet et qui m'a aussi beaucoup aidée à définir le business model. Elle m'a dit, avec une technologie avec beaucoup de potentialité, finalement, il n'y a pas tant que ça de mauvais business model, il y a surtout des mauvaises stratégies. Elle a été la personne qui m'a dit, quelle est ta vision, quel est ton rêve? Et ça m'a vraiment beaucoup accompagnée, parce que finalement, c'est une technologie qu'on pourrait utiliser à de nombreuses applications, mais finalement, à un moment donné, et surtout pour démarrer, il faut faire des choix. Donc, elle m'a aidée finalement à faire des choix en fonction de la vision que j'avais et la vision qu'on avait envie, de la direction qu'on avait envie de donner à l'exploitation de cette technologie. Donc, à cela ne tienne, nous avons défini 3 grandes évolutions majeures. La première évolution majeure qu'il fallait faire avec la technologie, c'est de la faire évoluer vers des modèles issus des tumeurs de patients, parce que c'était ça l'enjeu et ça l'intérêt et l'attente dans le domaine. Aussi, c'était d'élargir la technologie à l'utilisation pour les cancers de l'adulte. Et puis, nous avions un certain nombre de preuves de concept cliniques qu'il fallait absolument faire pour asseoir cette technologie. Donc, évoluer vers une version dite PDX, Patient Derived Xenograft. Là, je dirais qu'on a reçu l'aide précieuse de Christophe Bergeron, qui est un oncopédiatre, qui dirige l'Institut d'hémato-oncologie pédiatrique de Lyon, et qui a su en fait créer, parce qu'il croit à la recherche fondamentale, il a su créer un réseau autour des oncopédiatres qui regroupe des anatomopathologistes, des chirurgiens, des associations de patients, des laboratoires de recherche intéressés par les cancers pédiatriques, auxquels Oncofactory a pu s'adosser. Et grâce à ce réseau, nous avons eu accès aux premiers échantillons de patients. Le neuroblastome représente 150 nouveaux cas par an, donc ce sont des échantillons qui sont précieux. Et donc grâce à cette aide, nous avons pu finalement modéliser dans l'embryon aviaire 2 statuts du neuroblastome, le statut localisé et le statut métastatique. Donc ce que nous avons fait, c'est de greffer des cellules issues d'une chirurgie, d'une petite patiente, et ce que nous avons pu voir, comme nous l'espérions, c'est que ces cellules, donc issues directement d'un patient, étaient tout à fait capables, comme on l'avait vu pour les lignées cellulaires, ces cellules étaient capables de migrer, de reconnaître les signaux de l'embryon et de former au bon endroit cette tumeur primaire. Et nous avons eu aussi le soulagement, je dirais, de constater qu'après quelques jours, en effet, il n'y avait pas de métastases formées à partir de ces tumeurs, ce qui correspondait effectivement au statut de ce neuroblastome, un statut localisé, alors que, en revanche, nous avons greffé différents échantillons de neuroblastomes agressifs, donc métastatiques, à partir d'échantillons qui étaient des moelles osseuses envahies. Et là, nous avons pu aussi récapituler l'étape de formation de la tumeur primaire, mais cette fois, après quelques jours, nous avons constaté un processus important de formation de métastases dans les tissus de l'embryon, ce qui effectivement reflétait le statut métastatique de ces neuroblastomes. Donc pour illustrer notre objectif 2, finalement, il n'était pas des moindres, élargir la technologie au cancer de l'adulte. Et là, légitimement, vous, nous, tout le monde, on peut en effet se demander quels sont les liens, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre un embryon et un adulte et un cancer de l'adulte. Finalement, qu'est-ce qui nous a incité à penser qu'il y avait une pertinence à essayer d'adapter le modèle sur les cancers de l'adulte? C'est finalement un certain nombre de choses qu'on connaît de la biologie du développement et de la cancérologie. Si on se place sur le plan des cellules tumorales, il existe une littérature considérable qui atteste de la réactivation par les cellules cancéreuses d'un certain nombre de mécanismes de l'embryogénèse. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples classiques ici.
Une cellule cancéreuse qui va s'engager dans un processus de métastase, elle va en fait au départ changer de forme, de façon à pouvoir se désolidariser des cellules voisines au sein du tissu dans lequel cette cellule cancéreuse a été produite. Et c'est par ce phénomène qu'elle va pouvoir se désolidariser de son tissu et s'engager dans un processus de métastase. Eh bien, ce phénomène est un phénomène qui est très bien connu dans le développement. Un autre exemple très classique, c'est que les cellules cancéreuses vont réactiver, exploiter des programmes de prolifération qui sont communs aux programmes de prolifération qui permettent de construire les tissus. Maintenant, si on se place sur le plan de l'environnement des cellules tumorales, finalement, ce que nous avons pensé, c'est que, et ce que nous savons de nos connaissances de la biologie du développement, c'est que les signaux qui servent à la formation des organes sont des signaux qui ne sont pas spécifiques des stades embryonnaires. Bien sûr, ils sont exprimés en très grande quantité dans l'embryon. Cependant, ces signaux vont rester exprimés chez l'adulte. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces signaux sont impliqués dans le renouvellement des organes et aussi dans leur réparation dans des contextes de lésions. Finalement, tout ça nous faisait penser que l'embryon, en fait, peut être vu comme une situation amplifiée de quelque chose qui persiste chez l'adulte. Donc le pari, c'était de se dire que ces cellules cancéreuses prises de cancer de l'adulte seraient tout à fait capables de lire ces signaux de l'embryon. Et finalement, les choses sont allées assez vite, puisque, en effet, ça s'est avéré être le cas. Nous avons pu modéliser un certain nombre de cancers différents. Donc nous avons répliqué des tumeurs cérébrales. Donc ici, vous voyez l'embryon, et ici, c'est la tête de l'embryon. Et ce que vous voyez donc ici, ce sont les tumeurs dans le cerveau de l'embryon. Donc nous avons répliqué des tumeurs cérébrales, nous avons répliqué des cancers du poumon qui avaient métastasé chez des patients. Nous avons aussi modélisé des cancers du sein qui ont des sites connus de métastase, avec différents statuts, des triples négatifs, des cancers du sein ER+, HER2+. Et tous ces phénomènes de tumorigénèse se passent en l'espace de 2 jours. Donc tout est effectivement accéléré dans l'embryon. Nous avons aussi réussi à modéliser des cancers de la prostate, c'est ce que vous voyez sur ces illustrations, alors même que ces cancers de la prostate sont extrêmement difficiles à produire avec les modèles PDX murins. Ce sont des tumeurs qui ne prennent pas du tout sous la peau de la souris. Là aussi, en l'espace de 2 jours, à partir de prélèvements de patients, nous avions ces tumeurs. De la même façon, nous avons modélisé des cancers du foie. Nous avons aussi modélisé des métastases. Vous voyez ici des métastases dans les poumons, des métastases dans le cerveau, dans les artères, des métastases dans l'intestin. Donc, au final, ces travaux nous ont permis de découvrir des propriétés des cellules cancéreuses qu'on n'avait pas imaginées et qui nous servent. C'est qu'elles ont cette capacité de lire les signaux de l'embryon et qu'elles peuvent donc, à l'aide de ces signaux, se déplacer pour s'installer dans des tissus et aussi proliférer. Ce qui fait que l'on peut piloter finalement ces cellules tumorales pour aller créer des tumeurs dans des territoires qui sont pertinents au regard de la pathologie, soit des sites de tumeurs primaires, soit des sites privilégiés de métastases, et donc créer des modèles de tumorigénèse dans lesquels les tumeurs vont trouver un environnement tissulaire qui va être proche de celui dans lequel ces tumeurs se forment chez les patients. Donc, parmi les preuves de concept cliniques que nous devions faire, il en est une qui était extrêmement importante, c'est celle-ci, c'était de valider la capacité du modèle finalement à reproduire la réponse tumorale d'un patient. Donc, ce que nous avons fait, c'est de partir du cancer du sein d'une patiente qui répondait à une molécule chimique qui est le cisplatine. Nous avons répliqué son cancer dans une série d'embryons. Et les embryons ont reçu ce traitement de cisplatine et par imagerie 3D, telle que je vous ai montré précédemment, nous avons analysé les répliques et nous avons donc pu, de cette façon, montrer que les répliques dans l'embryon aviaire régressaient, donc répondaient à cette drogue, et donc ce qui permettait de récapituler la réponse
de la tumeur de la patiente au cisplatine dans l'embryon aviaire, avec, comme vous pouvez le voir, un résultat statistique également en 48 heures. Donc au final, nous arrivions avec une technologie dans laquelle nous pouvons répliquer des tumeurs de patients, administrer des traitements avec des tout petits volumes d'échantillons, des tumeurs et des traitements administrés en l'espace de quelques jours, des analyses moléculaires, des études quantitatives statistiques, et puis ce modèle qui est un modèle éthique, à savoir que la réglementation de l'éthique impose d'utiliser une espèce moins évoluée quand le cas est possible. Et de plus, le fait que nos expériences sont réalisées à des stades très précoces de l'embryogénèse, évidemment, la réglementation en matière d'éthique est plus souple, puisqu'on est ici dans un tout petit embryon, ce qui n'a rien à voir avec un modèle animal adulte. Donc nous avions ici finalement toutes les caractéristiques d'un modèle qui se prêterait particulièrement à répondre aux enjeux en matière de développement de molécules et de biomarqueurs, c'est-à-dire un modèle finalement adapté à reproduire l'hétérogénéité des tumeurs de patients et aussi la composante individuelle. Et donc tout ça nous a amené à construire un modèle économique dans lequel OncoFactory apporterait la brique stratification des patients au travers de projets de co-développement avec l'industrie de la découverte de molécules thérapeutiques, avec l'industrie des biomarqueurs et aussi pour la réalisation de tests d'aide à la décision thérapeutique. Donc nous avons souhaité en fait que cette activité de stratification elle soit déployée au sein de 2 départements, l'un spécifiquement dédié au cancer pédiatrique, l'autre spécifiquement dédié au cancer de l'adulte, ce département cancer pédiatrique étant étroitement ancré à l'écosystème de l'oncopédiatrie avec la recherche académique, les associations de patients, les cliniciens, et puis donc ce département qui fonctionnerait, qui travaillerait en co-développement avec l'industrie du médicament. Alors pourquoi ce modèle ? Je voudrais qu'on se penche un petit peu sur la situation de l'oncopédiatrie qui est embarquée dans une spirale négative. Il faut commencer par dire qu'aujourd'hui, 70% des enfants se guérissent de leur cancer, ce qui est déjà une formidable victoire, mais on se doit de dire que certains de ces enfants, un grand nombre d'entre eux, vont devoir vivre toute leur vie avec des séquelles considérables qui résultent certes de leur cancer, mais aussi beaucoup des effets secondaires des thérapies. Et on se doit de dire ici qu'un travail considérable reste à faire pour adapter les traitements et de façon à prendre en compte le fait que, donc adapter les traitements, les doses, de façon à prendre en compte le fait que les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Donc les cancers pédiatriques, ça représente 160 000 nouveaux cas dans le monde. Certes, c'est peu au regard du nombre de patients adultes qui sont atteints de cancer. Et pourtant, je trouve que les chiffres font froid dans le dos lorsque l'on sait que c'est un enfant sur 500 qui va être atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Donc ici, je vous renvoie sur les associations qui parleront bien mieux que moi de ces aspects et de la situation de l'oncopédiatrie. Je m'attacherai à décrire un petit peu quelle est cette spirale négative. Un quart des tumeurs de l'enfant sont des tumeurs embryonnaires, quasiment inexistantes chez l'adulte. Donc la conséquence immédiate de ça, c'est qu'il existe un manque de modèles précliniques, des cancers très difficiles à modéliser, donc une inexistence des programmes de développement thérapeutique spécifiques, donc un déficit de nouvelles thérapies. La preuve en est que finalement, aujourd'hui, 75% des enfants sont traités avec des traitements qui sont initialement développés pour les cancers de l'adulte et qui vont être, en deuxième intention, transférés sur les enfants. On peut aussi constater que, alors que seulement 10% des patients adultes sont inclus sont traités par des essais cliniques, c'est 70% des patients enfants qui le sont. La conséquence de ça, c'est un taux de survie qui reste en stagnation depuis 10 ans, un taux élevé de patients qui restent en impasse thérapeutique, et puis des effets secondaires et des séquelles qui sont très importantes par manque de travaux et de programmes pour adapter les traitements et les doses. Pour pallier cette situation, un règlement européen a été mis en place qui incite à un système d'obligation, donc qui a mis en place un système d'obligation et d'incitation
à réaliser des extensions d'indications pédiatriques par l'industrie qui développe des médicaments pour les cancers de l'adulte. Il s'agit donc pour l'industrie de déposer ce que l'on appelle un plan d'investigation pédiatrique. Le problème, c'est que ces plans d'investigation pédiatrique sont déposés très tardivement, souvent à la fin de la phase 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants vont attendre des années avant d'avoir accès aux molécules innovantes, et le temps pour un enfant n'est pas le même que le temps d'un adulte. Et là aussi, le déficit de modèles animaux est un facteur extrêmement limitant et qui ralentit l'accès aux nouvelles molécules pour les enfants. Donc l'idée qu'on a, et c'est ce qu'on veut, vous l'aurez compris, c'est que notre technologie, elle puisse permettre d'accélérer l'accès aux molécules innovantes pour les enfants. Donc le modèle économique qu'on a conçu, c'est un modèle qui comprend ces deux départements, parce qu'on est convaincu en fait que d'avoir ces deux départements va permettre justement une meilleure intégration des plans d'investigation pédiatrique, et ce qui permettra d'un côté d'accélérer l'accès aux molécules innovantes pour les enfants, ce qui permettra à OncoFactory de développer cet aspect de médecine personnalisée qui est nécessaire parce que tous les enfants ne répondront pas de la même façon aux thérapies pour les raisons que j'évoquais au début, à savoir cette hétérogénéité et cette composante individuelle. Et pour l'industrie de développement du médicament, cela lui permettra de se conformer aux obligations du règlement européen et de réaliser des extensions de marché. Donc, je voudrais terminer sur cette diapositive. Je pense que OncoFactory est maintenant prête à prendre son envol et elle ne demande qu'à se développer. Pour ma part, je voudrais dire que de trouver des applications directes et concrètes de nos travaux de recherche fondamentale, ça a été une expérience passionnante et aussi extrêmement prenante. Ça m'a totalement confortée dans l'idée que nous n'en avons probablement pas assez conscience, mais effectivement, les laboratoires de recherche fondamentale regorgent de potentiel d'innovation. Pour ma part, par choix, je reste un chercheur de recherche fondamentale, je dirais. Ce qui me plaît avant tout, c'est cette liberté d'explorer, finalement, sans avoir d'autres finalités que de produire de la connaissance, sans avoir la nécessité d'anticiper des applications. Et donc, je pense que c'est vraiment aussi le moment de dire que c'est une illustration de la valeur que peut avoir la recherche fondamentale. Et qu'il est important de la soutenir si on veut aussi que l'innovation puisse continuer de surgir de l'imprévu et de l'inattendu. Donc je voudrais remercier plusieurs personnes qui ont compté dans cette histoire, j'en ai cité beaucoup. Jérôme Honorat, qui est un oncologue de mon institut, avec lequel j'ai eu beaucoup de discussions. Stéphane Chabrier, qui est le parent d'un enfant qui nous apporte un très grand soutien, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Papa, j'ai le cancer ». Je voudrais remercier l'Institut des sciences biologiques du CNRS qui m'a totalement encouragée et accompagnée dans cette démarche, et puis les membres de mon équipe qui hébergent encore OncoFactory, et puis aussi je voudrais remercier la filière Imodi avec laquelle nous sommes en contact. Et merci de votre attention.